Bien, bonsoir à tous. Mais je suis content de vous retrouver pour un nouveau cercle de formation. Ce soir, on va s'intéresser donc à ce thème de la démocratie contre le peuple. Vous savez, pour nos contemporains, pour nos compatriotes, la démocratie, c'est sûrement le régime parfait à leurs yeux, c'est le régime le plus équilibré, c'est le plus adapté aux réalités du monde, en tout cas du monde actuel. Et en reprenant assez simplement la construction de ce mot, deux termes apparaissent, évidemment vous les connaissez, démos et kratein, c'est-à-dire la démocratie qui serait le pouvoir du peuple, le régime politique dans lequel le peuple serait souverain. Vous connaissez cette citation souvent citée par certains personnages politiques, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc ça c'est dans l'idéal. Dans l'imaginaire de nos contemporains, cet idéal politique fut atteint en 1789, au moment de la Révolution. Et pourtant, l'histoire des idées, elle est rythmée de grands auteurs, de penseurs, de philosophes qui ont tous démontré les limites, les contradictions et les dangers de la démocratie. De Aristote à saint Thomas d'Aquin, de Tocqueville à Nietzsche, la démocratie, elle est décrite comme étant le pire des régimes possibles. Anatole France affirmait « Nous laissons le soin des affaires aux médiocres et aux pires. C'est un crime et c'est une sottise. La politique devrait être la part des meilleurs parce que c'est la meilleure part. Il est beau de commander, il est bon de bien commander. » Il s'agit donc de se voir en quoi la démocratie est en réalité le régime qui participe à la déconstruction, à la fragmentation de toute forme de structure politique organique et de la nation française, c'est-à-dire une nation pluriséculaire qui a été bâtie donc au fil des siècles par 43 soucieux du bien commun. J'ai organisé donc ce plan non pas en 3 temps comme le voudrait la coutume, on va dire. Je l'ai organisé en 7 points. Voilà, donc nous allons tout de même voir en quoi l'Athènes antique fait partie de cette mythologie démocratique. Nous essaierons de comprendre en quoi la démocratie est le gouvernement du nombre, le régime où règne l'opinion et l'individualisme. Nous essaierons de voir comment la démocratie est en réalité le gouvernement de l'argent et de la finance, le régime de l'inconséquence et de la fin de la parole donnée. Nous expliquerons en quoi c'est le régime qui promeut une guerre civile larvée, notamment avec le règne des partis, faisant un pont d'or aux tyrans. Et enfin, nous démontrerons en quoi nous sommes démophiles, c'est-à-dire attachés à la démocratie directe, à la démocratie locale. Vous connaissez l'expression « l'autorité en haut, les libertés en bas ». Donc, dans un premier temps, je vais m'attacher un petit peu à, même si je sais qu'ici vous êtes rompus à cela, je vais m'attacher à démystifier, à casser le mythe de la démocratie athénienne. C'est une image d'Épinal qui est assez connue. La démocratie, elle serait née à Athènes dans l'Antiquité, vers le 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Avec la ville de Sparte, Athènes est une des cités grecques les plus importantes du Péloponnèse. Vous avez entre 300 000 et 400 000 habitants à Athènes. Cependant, les citoyens et leurs familles, c'est-à-dire ceux qui peuvent voter, ne constituent qu'un tiers de la population athénienne. Le reste de la population est composé d'esclaves et de ceux qu'on appelle les métèques, c'est-à-dire ceux qui payent le méteikon. Par exemple, typiquement, quelqu'un comme Aristote était lui-même d'origine métèque. Donc c'est des gens qui payent un impôt en tant qu'ils sont étrangers à la cité. Le monde hellénique, à l'instar du monde latin romain, est un monde qui repose sur l'esclavage. C'est quelque chose d'admis car il assure la stabilité et l'ordre. On va en revenir au vote. Tous les Athéniens votaient librement. Alors c'est faux. Seule une petite minorité votait. Les femmes ne votaient pas. Les esclaves, les étrangers et donc les métèques ne pouvaient pas voter. Sur la Pnyx, donc l'endroit où se réunissaient les Athéniens, au maximum de la mobilisation, vous aviez 6000 personnes, donc sur 400 000 habitants. Donc là, je vous parle dans les grands jours, hein, là où les gens étaient motivés. Sinon, en moyenne, on était beaucoup plus bas. Pour Aristote et Platon, la démocratie est le pire des régimes possibles. Aristote, si on veut faire une comparaison entre les deux, c'est peut-être le plus pragmatique. Il souhaite
toutefois réfléchir à la façon de faire fonctionner tous les systèmes politiques. D'ailleurs, l'expression de moindre mal vient de lui. Il veut faire en sorte que, peu importe le régime, on puisse le faire fonctionner dans les meilleurs délais. Dans la République, Platon démontre que la démocratie s'appuie sur l'ignorance du peuple. La démocratie ne permet pas d'accomplir la justice, elle mène nécessairement au désordre. Pour Aristote, il existe donc 6 formes de régime, et les plus abouties, pour Aristote, sont la monarchie, l'aristocratie, et il ajoute quand même la démocratie. Je précise que dans les 6 livres de la République de Jean Bodin, Jean Bodin les classait également ainsi. Donc les 6 livres de la République, c'est 1576. Ces 3 types de régimes, donc monarchie, aristocratie, démocratie, ont leur pendant dévié, qui sont la tyrannie, l'oligarchie et l'anarchie, c'est-à-dire le régime des démagogues pour Aristote. Le critère qui permet de distinguer ces formes abouties de régime repose sur une chose, c'est le souci du bien commun. Et pour finir sur ce point-là, on peut dire qu'en dehors du monde universitaire, le mythe de la démocratie athénienne, il reste quand même tenace, car entretenu pour justifier le régime en place. C'est-à-dire que la démocratie athénienne, si vous voulez, ce serait une étape dans la maturation démocratique, et comme tous les mythes, il s'effrite à la simple évocation des faits. Donc ça, c'était sur la question du mythe de la démocratie athénienne. Ensuite, venons-en à la démocratie en tant qu'elle est le gouvernement du nombre. La démocratie est le gouvernement du nombre. Pour Maurras, je le cite, « Il faut exclure le principe du gouvernement du nombre, parce qu'il est absurde dans sa source, incompétent dans son exercice et pernicieux dans ses effets. » C'est cité dans la Gazette de France de septembre 1905. Un philosophe allemand que vous connaissez bien, Friedrich Nietzsche, dans Humain trop humain, montre l'instabilité de tout régime démocratique empêchant toute politique pérenne. Je cite Nietzsche. « Les hommes et les partis varieront trop vite, se précipiteront trop férocement les uns les autres jusqu'au bas de la montagne, à peine parvenus à son sommet. À toutes les mesures qui seront prises par un tel gouvernement fera défaut toute garantie de durée. On reculera devant les entreprises qui devraient avoir, durant des dizaines, des centaines d'années, une croissance paisible pour avoir le temps de mûrir leurs fruits. Personne ne ressentira plus à l'égard d'une loi d'autre devoir que de s'incliner momentanément devant la force qui a porté cette loi. Mais aussitôt, on entreprendra de la saper par une force nouvelle, une nouvelle majorité à former. » Là, ce que dit Nietzsche est assez clair, et c'est un argument que vous entendez souvent, notamment à l'heure actuelle où on est en pleine période électorale, c'est que vous pouvez avoir une personne qui peut être élue, quand bien même elle est élue, ce qu'elle aura fait en 5 ans, vous le voyez avec Trump aux États-Unis. Trump a eu un mandat de 4 ans et Biden s'efforce déjà avec toutes ses forces de détricoter ce qu'a pu faire Trump. Donc vous voyez très bien qu'en fait la démocratie, c'est ce que dit Nietzsche, c'est vraiment on n'est pas dans le régime de la durée, c'est vraiment 3 pas en avant, 4 pas en arrière. La démocratie fait de la société une masse informe, sans identité, tel un troupeau béat et manipulable. Dans l'ouvrage Retour au réel, Gustave Thibon nous dit, je le cite, « Nous sommes résolument ennemis de la loi du nombre et du pouvoir des masses. À tel point, et nous sommes en cela plus révolutionnaires que beaucoup d'hommes de gauche, que nous voudrions supprimer les masses en tant que telles. Ce vocable, emprunté au registre de la matière et de la quantité, nous fait horreur, appliqué aux hommes. Nous voudrions substituer à la société atomisée des bourgeois et des aspirants, Péguy avait déjà souligné cette agonie du vrai peuple, une société organisée où chaque homme puisse déployer, à l'intérieur de ses limites et en communion avec ses semblables, les frontières, à condition qu'on les respecte, sont aussi un trait d'union, une activité vraiment qualifiée et irremplaçable. Nous sommes pour l'unité qui rassemble contre le nombre qui disperse. En toute chose, nous voulons subordonner l'avoir et l'être. Il ne nous suffit pas que chacun ait une place, nous voulons encore que chacun soit à sa place. » Donc,
Parler du gouvernement du nombre, cela signifie que tous les individus, quels qu'ils soient, ont la même valeur en politique et peuvent décider de l'avenir sans pour autant n'avoir aucune compétence réelle dans des sujets cruciaux qui font la vie de l'État. C'est-à-dire que votre bulletin de vote a le même poids qu'un chroniqueur de TPMP, bon, ce qui peut poser question. Gustave Thibon nous indique ce qu'est la démocratie. Je le cite. La démocratie, c'est le règne de la quantité sous toutes ses formes. La quantité brutale sous la forme du nombre, sous la forme de la masse, sous la forme de la pesanteur, c'est-à-dire le règne de tout ce qu'il y a d'anonyme, de matériel, de mécanique dans l'homme et dans le peuple. Pour prendre une métaphore assez simple, la démocratie, qu'est-ce que c'est ? Ce serait le régime qui vous demande de trancher pour savoir qui est le plus capable de diriger l'avion que vous allez emprunter pour arriver à bon port. Vous ne savez pas comment fonctionne l'avion, vous ne savez pas comment est constitué son fuselage, comment la salle des commandes fonctionne, mais on vous demande de désigner un pilote candidat qui, lui, saurait guider l'avion jusqu'à son but. Donc, ramener à la politique, cela implique de connaître parfaitement chaque programme de chaque candidat ou de chaque parti, d'avoir des compétences pour savoir s'il est préférable de mener telle ou telle politique, s'il faudrait mieux faire telle ou telle réforme, etc. Prenons l'exemple du RIC qui avait été mis en avant pendant les Gilets jaunes. Le RIC, en fait, appliqué notamment sur les questions régaliennes, il devient problématique. Est-ce que M. Dupont est compétent pour décider de la diplomatie française à mettre en place ? Est-ce qu'il est compétent pour savoir si la France doit intervenir en Ukraine ? Est-ce que voilà. Donc là, clairement, on voit qu'on met le doigt sur la question des fonctions régaliennes de l'État. Est-il compétent pour décider d'une mesure économique d'ampleur nationale ? Typiquement une nationalisation. Troisième point, la démocratie, c'est le règne de l'opinion. La démocratie, c'est le règne de l'opinion qui est une chose vague. L'opinion, c'est une chose flottante, une chose incertaine, mais qu'il est possible de former et de diriger. Les démocrates et les dictateurs, les dictateurs qui sont d'ailleurs toujours les fils naturels des premiers, prétendent gouverner au nom du peuple. Dans les régimes dits démocratiques, c'est l'appareil culturel dans son ensemble qui permet d'influencer l'opinion. Et de nos jours, la publicité, c'est sans doute l'un des outils de propagande et de soft power les plus efficaces et les plus pernicieux que nous n'ayons jamais eu sur cette terre. Dans Penser pour moi-même, le philosophe Marc Aurèle disait « Rejette l'opinion et tu seras sauvé ». En démocratie, l'avis des véritables spécialistes, et vous l'avez vu pendant même actuellement, pendant cette crise dite sanitaire, l'avis des véritables spécialistes, non de ceux présentés comme tels, peut être mis en cause par n'importe qui, par n'importe quel journaliste qui a fait ses petites années d'études de journalisme et qui arrive devant un spécialiste reconnu mondialement dans un domaine scientifique, je citerai pas de nom, je veux pas faire de polémique, et qui va venir lui expliquer que clairement il est pas compétent, qu'il y connaît rien, que c'est un complotiste et qu'il sert ses intérêts particuliers. Parce qu'évidemment les journalistes, eux, ne servent aucun intérêt. Dans ce règne de l'opinion, ce que vous constatez au quotidien, c'est que chaque opinion se vaut. Tout le monde donne son opinion sur tout, tout le monde a un point de vue sur tout, tout le monde se donne le droit, voire le devoir d'avoir des opinions sur tout. Et du coup, ces personnes évoquent des sujets sans aucune légitimité, des sujets qui vont bien au-delà de leur domaine de compétences. Et donc, là, souvent, vous auriez le Jean-Michel La République En Marche qui vous expliquerait oui mais tu sais Adrien aujourd'hui t'exagères parce que les citoyens sont mieux informés quand même, on peut aller vraiment rechercher les informations, c'est vrai, c'est évident. En effet, si on en reste au niveau des apparences, la diversité des chaînes de télévision, la quantité astronomique d'émissions, de dossiers, de reportages, de chaînes YouTube, je n'ai pas les chiffres, mais de nouvelles chaînes YouTube qui se créent chaque jour, qui se présentent sous un contenu, on va dire, scientifique ou on va dire zététicien, parce que c'est le terme à la mode, permettrait, tous ces contenus, comme on dit, permettraient aux gens de se faire une opinion. Si je reprends l'exemple donc des chaînes de télévision et notamment des
des journaux, ça serait possible si nous avions une presse qui serait réellement indépendante du pouvoir. Or, que ce soit avec les subventions parfois indécentes, je vais vous citer les chiffres. Alors, c'est des chiffres, j'ai pas les chiffres de cette année, je crois que c'est les chiffres de 2020. Aujourd'hui en France, plus de 8 millions de subventions. Je vais commencer par le plus drôle, l'humanité. À votre avis, combien de subventions l'humanité? Alors, j'ai les chiffres de 2020, je crois que ça a augmenté en plus. 4 millions. 4 millions pour l'humanité, c'est un journal qui n'est lu par personne. Libération, 6 millions de subventions. Le Figaro, alors voilà. Là, en plus, c'est en 2020, et je crois que ça a augmenté en plus, que Macron avait augmenté les subventions. Donc là, vous pourriez me dire, oui, mais Adrien, oui, mais bon, les journalistes... ils sont indépendants, ils ont leur opinion, voilà, ils peuvent écrire leur papier, etc. Oui, mais sauf que les journalistes, ils restent des... ils appartiennent à un journal, ils ont un patron. Et vous savez qu'aujourd'hui, la presse, de manière générale, elle appartient à quelques patrons. Il n'y a pas vraiment une grande diversité au niveau de la presse, c'est quelques personnes qui possèdent la presse. Idem pour les chaînes de télévision. C'est la même chose. Et ensuite, si on revient sur la formation de ces journalistes, 2002, élection présidentielle. Regardez voilà, c'est un exemple qui est souvent cité. Alors aujourd'hui, je crois que ça c'est un. Bon, c'était difficile de faire pire. Il me semble que 2002, c'est premier tour. Vous avez, je crois, entre 80 et 90% des journalistes qui votent à gauche. Et puis vous avez, je crois, même pas 1%, 2% qui votaient Jean-Marie Le Pen. Donc bon, c'est assez évident de voir qu'il n'y avait aucune pluralité d'opinion et que c'est une foutaise. Michel Onfray rappelle lui aussi que la presse en France, elle est idéologique, entretenue, une presse d'État, en somme une presse ultra subventionnée. Et c'est d'ailleurs, je vais finir sur ce point-là, dans cette logique que beaucoup de médias dits alternatifs se sont créés. Vous en connaissez tous, voilà, TV Liberté, Le Média pour tous, etc. Livre Noir, voilà, qui se crée. Bon, ça montre qu'il y a une volonté, en tout cas de la part des médias dits conservateurs, ou j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas nationalistes, de réagir et de ne pas laisser le terrain, en tout cas de l'information, à la gauche, en tout cas à la bien-pensance. Quatrième point, la démocratie entre individualisme et primauté de l'individu. Aux origines de la démocratie, telle qu'elle est entendue par les penseurs modernes, à l'origine de cette démocratie se trouve l'individualisme, qui est issu donc des idéaux et de la déclaration de 1789. L'individualisme, il mène à d'autres erreurs, c'est-à-dire les idéologies, notamment les idéologies libertaires et égalitaristes. En effet, Rousseau a défini l'individu comme première cellule sociale. C'est pourtant faux, l'homme est ontologiquement un animal social, qu'il le veuille ou non. L'homme naît dans telle famille, dans telle patrie, indépendamment de sa volonté. Vous êtes, je pense ici, vous êtes né en France, pour la plupart, vous n'avez pas choisi de naître en France, vous n'avez pas choisi votre famille. La société n'est pas une construction, mais un fait de nature. Comme il y a des lois naturelles, la gravité, la pesanteur, l'ordre des saisons, etc. Je vous renvoie au cercle sur la politique naturelle. La théorie politique qui, dans une collectivité, ne considère que les individus en faisant abstraction des groupes naturels, comme la famille, les professions, les communes, cette théorie est néfaste pour la collectivité elle-même, et par conséquent pour l'individu. Cette théorie a pour conséquence la volonté de pousser à l'excès de toute puissance de l'individu. Et on se retrouve aujourd'hui, vous voyez où je veux en venir, avec des personnes qui ne savent plus qui elles sont. On est au-delà même des gender studies, c'est déjà du passé, ça. On est déjà à l'étape d'après. Les gender studies, c'est déjà un peu réac. Mais vous voyez à quel point on est arrivé à un point de fragmentation et de déconstruction de l'homme. Un homme sans limite, un homme tout puissant, et puis voilà, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, c'est un homme qui, en fait, au final, voudrait être Dieu. Je vous renvoie à un ouvrage de Gustave Thibon de 1959, Vous serez comme des dieux. Vincent Payon, le frère Vincent Payon, explique d'ailleurs que si le christianisme met en avant une seule personne,
en l'occurrence Jésus-Christ, Dieu fait homme, les républicains pensent, eux, que le divin doit s'incarner dans tous les hommes à égalité. Et notons enfin que le développement très important de communautés étrangères, revendiquant une autre culture, une autre religion, met à mal cette idéologie individualiste, comme l'a souligné Michel Maffesoli dans son ouvrage de 1988, Le temps des tribus. 5e point, la démocratie, c'est le gouvernement de l'argent et de la finance. Là, c'est le point France Insoumise. Dans une lettre à d'Alembert, Jean-Jacques Rousseau affirmait ceci: « Jamais dans une monarchie, c'est Rousseau, hein, jamais dans une monarchie, l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince. En revanche, dans une république, elle peut aisément le mettre, ce particulier, au-dessus des lois. » Un exemple historique que vous connaissez, qui est très célèbre, qui a été à l'origine de nombreux romans et de nombreux films et d'une légende noire, on peut le dire, illustre cet arbitrage du roi sous la monarchie. Cet événement, c'est le procès et l'exécution des Templiers en 1307. Notamment avec l'exécution de leur grand maître Jacques de Molay. Je vais citer Jacques Bainville dans l'Histoire de France qui explique pourquoi Philippe le Bel a agi de cette manière. Est-ce que c'était, comme certains l'interprètent, pour lutter contre les superstitions, la sorcellerie, voilà. Bainville explique que cette action, elle est surtout politique. Je cite Bainville. Philippe le Bel, pour trouver de l'argent, s'adressait à ceux qui en avaient et que l'opinion publique l'engageait à frapper. Il mit de lourdes taxes sur les marchands étrangers, et sur les juifs qui faisaient le commerce de la banque. Et ceci pour se procurer des ressources qu'il détruisit l'ordre du Temple. Oui et non. Le procès des Templiers se rattache au conflit avec Boniface VIII, donc le pape. L'ordre n'était pas seulement riche, il était puissant. C'était déjà un État dans l'État. Et il était international. En prenant parti pour Boniface VIII, il avait menacé l'unité du royaume. Le procès des Templiers, qui eut un si grand retentissement, fut avant tout un procès politique. Philippe le Bel ne fut si acharné à brûler comme hérétiques de nombreux chevaliers et leur grand maître Jacques de Molay que pour donner à cette opération de politique intérieure un prétexte de religion et de moralité. Alors, nuançons, parce que Bainville est quelqu'un qui voit, mais vraiment pour le coup, il est politique d'abord. Philippe le Bel, c'est aussi quelqu'un de son temps, soucieux du salut des âmes. Et effectivement, la question des hérésies et de la magie noire, c'est pas des choses qui leur sont étrangères. On est quand même au Moyen-Âge. Le critique littéraire et historien Henri Guillemin, pareil qu'on peut pas taxer d'être un monarchiste, disait, je pense que vous connaissez cette citation: « Dans une république, les lois sont faites par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale ? C'est soi-disant le suffrage universel. Qu'est-ce que le suffrage universel ? C'est ce que veulent les notables. Par conséquent, dans une république bien conduite, c'est l'argent qui est au pouvoir. Il n'y a pas de régime démocratique bien orienté pour la protection de l'argent. » Dans sa lettre aux Anglais, Georges Bernanos rappelait que, je cite, « La démocratie est la forme politique du capitalisme dans le même sens que l'âme est la forme du corps selon Aristote ou son idée selon Spinoza. » Donc la démocratie est bien le gouvernement de l'argent et de la finance couronnée. La démocratie qui a atteint son apogée de décadence dans la République française est l'origine dans laquelle, je cite, Marianne se donne au plus offrant. Le candidat qui souhaite être élu est prêt à tout, il est prêt à se vendre, il est prêt à acheter des voix. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'exemple de Donald Trump est assez intéressant. Pourquoi ? Parce que Donald Trump était quelqu'un qui ne dépendait d'aucune puissance d'argent, il n'avait pas besoin d'aller acheter ses voix, il n'avait pas besoin de se vendre, comme on dit vulgairement, et de se prostituer. Cela se ressent d'ailleurs, se ressent encore d'ailleurs, parce qu'il s'exprime encore beaucoup, dans ses allocutions qui sont évidemment jugées outrancières, populistes, patati patata par certains. Et dans une certaine mesure, il était assez libre pour diriger son pays et prendre des décisions, on va dire, de façon souveraine. La démocratie, je pense qu'on est au 5e point, c'est la guerre civile larvée. C'est une guerre civile larvée. Les idéaux de 1789 ont introduit un principe de révolution permanente. Pour les idéologues et les penseurs de la Révolution, ainsi que leurs héritiers, la Révolution est bien plus qu'un événement historique.
c'est un mouvement quasiment spirituel et métaphysique qui dépasse l'histoire des hommes. En effet, comme le rappelait le frère Vincent Payon en 2008, je le cite, « La révolution n'est pas terminée. » Ainsi, une opposition constante, et je crois que Mélenchon avait fait le même type de sortie. Le frère Mélenchon aussi. Ainsi, une opposition constante est créée entre ces continuateurs de la révolution, souvent nommés, voire autoproclamés, progressistes. Cela participe à la séparation, à la partition de toute la nation. C'est une sorte de guerre civile larvée. Cette guerre civile larvée s'incarne dans les partis, aux programmes divers et aux aspirations diamétralement opposées, où on le voit aujourd'hui avec Pécresse et Macron, Valérie Macron ou Emmanuel Pécresse, des programmes faussement opposés. Avec le système des partis, la soi-disant représentation de tous les Français induit en réalité une division permanente, puisque seul compte la grandeur du parti, seul compte sa prospérité, seul compte son succès. Si vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous pouvez le demander d'ailleurs à des gens qui ont déjà eu cette expérience-là, vous devrez suivre les consignes du parti. Par exemple, il y a un projet de loi sur tel ou tel point, le parti a décidé de voter comme ça, vous devez voter comme ça. D'ailleurs, vous l'avez bien vu avec cette Assemblée de la République En Marche élue en 2017. Rapidement, des assemblées d'une telle constitution finissent par se disloquer parce que rapidement, sur certains sujets, forcément vous avez des disparités puisque ça ratisse tellement large que vous avez des profils politiques qui sont très divers. Et au final, vous avez vu au fur et à mesure des personnes qui ont fini par quitter la République En Marche. Winston Churchill disait du Parlement que c'était un groupe de personnes incapables de faire quoi que ce soit par elles-mêmes, mais qui décidaient collectivement que rien ne peut être fait. Ça, c'est du Churchill tout craché. De plus, le système des partis et son règne implique de mener la guerre aux autres partis et tous les coups sont permis. Vous voyez bien actuellement, à peu près tous les coups sont permis. Comme une guerre civile qui ne dirait pas son nom. Pour Charles Maurras, l'élection s'oppose fondamentalement à la fraternité qui est pourtant prônée sur les frontons de toutes nos mairies. Je le cite. Une politique fondée sur la rivalité des partis et dans laquelle le pouvoir ne peut naître que de leur lutte constante, cette politique n'est-elle pas contrainte à chercher et donc à trouver dans la rivalité et la lutte des classes son moyen d'action le plus régulier ? Si l'on recherche un organe de la paix publique, il faut inventer autre chose que le régime des disputes autour de l'urne et du scrutin. Enfin, le règne des partis on va dire sa finalité qui n'est pas la moindre, c'est l'avènement du parti unique. Puisque si on pousse la logique de cette lutte partisane, dans la lutte démocratique, vous essayez de convaincre les gens de rejoindre votre parti, et donc si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, vous pouvez advenir au parti unique. Alors je vais citer la grande Simone Veil dans Notes sur la suppression générale des partis politiques, que je vous invite tous à lire. C'est vraiment vous pouvez vous procurer à la librairie de Flore. C'était l'instant promo. C'est assez court en plus. Il est très court et c'est génial. Je vais aussi un petit extrait de Simone Veil. Le parti se trouve en fait, par l'effet de l'absence de pensée, dans un état continuel d'impuissance qu'il attribue toujours à l'insuffisance du pouvoir dont il dispose. Serait-il maître absolu du pays, les nécessités internationales imposent des limites étroites. Ainsi, la tendance essentielle des partis est totalitaire, non seulement relativement à une nation, mais relativement au globe terrestre. C'est précisément parce que la conception du bien public propre à tel ou tel parti est une fiction, une chose vide, sans réalité, qu'elle impose la recherche de la puissance totale. Toute réalité implique par elle-même une limite. Ce qui n'existe pas du tout n'est jamais limitable. Donc, sixième point, je crois, 6e ou 7e, qui est très court. La démocratie, c'est aussi, c'est un lien avec cette citation de Simone Veil, c'est un pont d'or qui est fait aux tyrans. Le régime démocratique, si pur et si parfait, est aussi celui par qui les tyrans adviennent au pouvoir. Et dans ce cadre, le XXe siècle, cet ogre qui a englouti tant de vies humaines a offert à l'histoire une grande diversité d'exemples. La démocratie, c'est le régime qui adoube Hitler, qui adoube les chefs d'État autoritaires. Maurras développe, la démocratie, c'est le choix du chef
ou des chefs par la multitude. La dictature élue, comme la dictature d'Hitler, qui a bel et bien été élue par le peuple allemand et qui en reste la créature, le héros et le dieu. Cette dictature est un simple cas du régime démocratique. Ça, c'est un argument qui est, en général, qui est plutôt massu. C'est qu'effectivement, la démocratie, quand on nous explique que la monarchie, on pourra en discuter par la suite, est intrinsèquement tyrannique ou je ne sais quoi, vous avez bon nombre d'exemples, même dans l'Antiquité, de tyrannie dans un système qui était soi-disant démocratique. La démocratie, c'est aussi, un point suivant, le régime de l'inconséquence, de l'irresponsabilité et de la fin de la parole donnée. Je pense que là, vous avez plein d'exemples qui vous viennent en tête vu la situation. Ce qui est constitutif, voire consubstantiel à la démocratie sous sa forme moderne, c'est l'inconséquence, l'irresponsabilité et la trahison. La parole donnée n'a plus aucune consistance ni aucune valeur. C'est le régime du déshonneur. Charles Maurras insiste, je le cite, « Le régime démocratique a fait de l'infidélité politique une sorte de règle dont personne n'a plus le cœur de s'étonner. Ce régime de l'irresponsabilité a déteint sur les hommes qui le composent et sur le public qui le souffre. Le manque de parole a désormais force de loi. Il suffit d'ouvrir le recueil des professions de foi électorales. Les candidats promettent tout ce qu'on veut et ensuite n'y pensent guère davantage. Il semble presque convenu de part et d'autre que personne ne prend au sérieux les conventions de cette basse littérature. » Vous le voyez aujourd'hui avec la campagne, là tout le monde sort des promesses de part et d'autre, donc là c'est Pécresse qui tout d'un coup devient limite nationaliste et souverainiste. Bon, alors, bref, là c'est une immense blague. Macron qui nous met des post-it sur sa table. Bref, c'est un immense sketch. Nous sommes dans une démocratie qui est dite indirecte, un parlementarisme, comme vous savez, on dit pompeusement bicaméral, donc avec deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Est-ce que vous savez combien il y a de députés à l'Assemblée nationale ? 577. Bien. Combien il y a... C'est bien. Combien... Bon, après, il y a des historiens ici. Combien il y a de sénateurs ? 350. Pas loin. 348. Est-ce que vous connaissez le député de votre circonscription ? Le nom de... Ouais. Florent Boudier. Bien. La salle. Bon, t'as cassé mon truc du coup. Ce que je voulais montrer, c'est la salle. Bah oui. Ce que je voulais montrer par cet exemple. Bon, après on est un certain nombre. Donc voilà, c'est vous montrer que globalement personne ne connaît son député. Et est-ce que voilà, je vais pousser le truc. Est-ce que tu suis ce qu'il vote à l'Assemblée nationale ? J'ai vu qu'il avait voté pour le pass vaccinal. Voilà, c'est bien, t'es le bon élève. Ce que je veux montrer par ces exemples, c'est que globalement, vous voyez, dans le régime de la représentation, dit représentatif, c'est globalement, les gens ne sont pas vraiment au courant de ce que font leurs députés et même de la composition même de l'Assemblée nationale. Maurras a toujours pointé cette irresponsabilité et cette inconséquence en République. Je le cite, « La coutume républicaine exclut la responsabilité. Il faudra en finir avec cette coutume. On prend, on quitte le pouvoir et après l'avoir exercé en incapable ou en criminel, après s'y être conduit en prévaricateur, en concussionnaire ou en simple idiot, on ne subit d'autres sanctions que l'exil temporaire du Parlement et du gouvernement, ce qui forme la plus parfaite exhortation à recommander le stupre et le dégât. Cette immoralité n'a que trop duré. » Ce que dit Maurras, tout simplement, c'est que vous pouvez faire n'importe quoi pendant votre mandat, vous n'aurez pas de compte à rendre. Normalement, dans un régime normal comme ça se faisait sous la Rome antique, à la fin du mandat, aujourd'hui les parlementaires devraient vraiment rendre des comptes. Alors je sais que ça se fait de plus en plus dans les circonscriptions, voilà, chaque année, à la fin de l'année, les députés viennent rendre des comptes, mais notamment sur les lois qu'ils ont votées, notamment là sur la question du pass vaccinal. Voilà, il y a des personnes qui devraient vraiment rendre des comptes. Dans l'enquête sur la monarchie, Maurras s'exclamait, vous connaissez cette phrase, « La démocratie c'est le mal, la démocratie c'est la mort ». Et Maurras écrit ces lignes quelques années avant la catastrophe de la Grande Guerre où environ 1 400 000 Français vont périr dans les tranchées. Jacques Bainville, qui est fermement opposé à la conscription, puisqu'il voit dans les causes de cette guerre la faiblesse des États démocratiques,
qui viennent à se faire soulever les uns contre les autres tous les peuples, Bainville considère que l'une des causes profondes de ce conflit réside dans la République elle-même. Et ce qui m'en vient à dire que je cite cet exemple parce que la démocratie, c'est aussi le régime de l'impréparation. Vous savez que gouverner, c'est prévoir. C'est le régime de la désorganisation, du laxisme et des petits intérêts particuliers. La démocratie, c'est donc le régime politique où, malgré une pandémie aux conséquences, aux conséquences importantes, surtout quand on s'en prend en même temps à l'hôpital public et à tous les services publics, la démocratie, c'est ce régime où un Premier ministre qui est mis en face d'un scandale d'État, un scandale politique, plus qu'un scandale sanitaire, répète sans honte qu'il assume. Je pense que vous avez tous oublié, mais à l'époque, vous aviez un Édouard Philippe qui tranquillement disait qu'il assumait. Donc on était dans une situation catastrophique. Et vous avez des personnes qui viennent devant les médias et qui disent « Non, mais moi j'assume, etc. » Bah non, en fait, t'assumes rien, parce que si t'assumais vraiment, tu devrais te retrouver devant une cour de justice, en fait, très, très clairement. La démocratie, c'est un régime où Agnès Buzyn peut faire ce qu'elle a fait. C'est-à-dire, où Édouard Philippe faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire, en pleine crise, en pleine pandémie, aller se présenter des petites élections municipales, quoi. Ça coûte rien. Autre point, faut-il... Alors là, c'est un point plus de réflexion. Est-ce qu'il faut soigner la démocratie par le populisme ? Avec le mouvement des Gilets jaunes, qui n'est pas, on peut dire, totalement mort, on a encore des... Bon, c'est fini, mais on a encore des... On voit que ça a marqué encore les... C'est épisodique, mais on voit que ça a marqué les inconscients. Mais on peut voir qu'avec ce mouvement des Gilets jaunes, plusieurs échelons avaient été franchis. En effet, il a été intéressant de noter une prise de conscience du côté tyrannique que pouvait revêtir cette République qui est inféodée à l'Union européenne. En effet, rappelons qu'en 2005, les Français avaient voté massivement à 54-55% contre le traité européen, traité qui leur fut finalement imposé par derrière par le traité de Lisbonne en décembre 2007. On peut remercier monsieur Nicolas Sarkozy, traître à la nation. Cette trahison a largement participé à accélérer le processus de séparation et d'incompréhension entre le pays légal et le pays réel. Ironiquement, je pense que vous l'avez vu dans ces manifestations-là, vous avez vu fleurir des panneaux avec la tête de Macron qui reprenait des caricatures ou des dessins de Louis XVI et qu'on voyait déambuler dans les rues de France. Moi, je trouve que ça relève d'un profond endoctrinement qui est aussi le fruit du travail de l'éducation nationale. Et personne, hormis nous autres royalistes, ainsi que nos sympathisants, n'a identifié le fait que ce mal profond résidait dans la tartufferie démocratique elle-même. Ici, c'est la fameuse sentence de Bossuet que vous connaissez. Dieu se rit des hommes qui pleurent des effets dont ils chérissent les causes. En effet, certains voudraient soigner, arranger la démocratie avec des principes issus de cette pensée politique. Donc, ils idéalisent les principes d'une révolution de 1789 qui, d'un événement historique, a fini par devenir un fait mythologique. Ainsi, le populisme ne constitue-t-il pas la dernière forme de pourrissement de la démocratie ? Autrement dit, la démocratie à l'état pur, la démocratie à l'état brut, dans sa plus pure impureté. Dernier point avant de conclure, nous parlons de démocratie directe, de démocratie locale, l'autorité en haut, les libertés en bas. Alors, posons-nous la question, toute élection est-elle mauvaise ? Maurras répond ainsi. Le mal n'est pas le fait de l'élection. C'est le système électif étendu à tout, c'est la démocratie. La démocratie est le mal, la démocratie est la mort. Le système électif, sur les questions proprement professionnelles, au sein d'une véritable corporation, finit toujours par se heurter, en fait, à certaines nécessités qui obligent l'électeur à procéder à un choix. L'objet du vote n'est pas seulement clair, précis, intelligible, il est plus sensible, tangible, proche, immédiat. Pour Maurras, le suffrage doit servir à élire les autorités locales dans les communes et les régions, dans les métiers, et parfois à trancher certaines questions, c'est-à-dire ce qu'on appellerait une démocratie directe et participative. Comme le rappelle
Paul Valéry, la démocratie telle qu'elle est entendue par nos compatriotes fait exactement l'inverse de ce que le bon sens et la raison voudraient. Elle est l'art à la fois d'empêcher les hommes de s'occuper de ce qui les regarde et de les faire décider ce sur quoi ils n'entendent rien. La démocratie n'a de sens dans ce que Maurras appelait les petites républiques. Toutes ces communes, je crois que le chiffre c'est 56 000 avant, évidemment aujourd'hui il y en a moins, mais à l'époque c'était 56 000 communes, les petites républiques dont parlait Maurras, toutes ces communes au sein des provinces, aux identités particulières, mais unies par la nation, unies par le roi. Je cite Maurras, « Nous étions des citoyens dans nos républiques sous le roi, nous sommes devenus des administrés d'un État qui, même en état de paix, n'a cessé de croître, d'embellir, d'opprimer, voilà tout. » Nous souhaitons que les libertés soient nombreuses et diverses. Pour cela, l'État doit être fort, pour être en mesure de les protéger de toutes les puissances, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient financières. Je cite Maurras, « Plus les pouvoirs sont divisés, plus le pouvoir doit être énergiquement concentré. Car les libertés naissent de la division des pouvoirs, mais plus les libertés sont grandes et nombreuses, plus il est nécessaire qu'elles soient défendues, tant contre elles-mêmes ou leur réaction réciproque, et tantôt contre l'étranger. » Pour conclure, rappelons donc que le terme démocratie, qui dans son acception politique classique signifie le gouvernement par le plus grand nombre, a muté peu à peu vers une perception plus métapolitique, c'est-à-dire en l'occurrence l'état de droit, la justice, l'équité. Nous avons vu que le régime démocratique est nécessairement pervers, néfaste et mauvais en ce sens qu'il est à la fois le gouvernement du nombre, qu'il sacre le règne de l'opinion, qu'il consolide le primat de l'individu, qu'il affirme et promeut le gouvernement de l'argent et de la finance, qu'il assume être le régime de l'inconséquence et de la fin de la parole donnée, qu'il constitue une guerre civile larvée par le règne des partis, qui est un pont d'or objectif vers le totalitarisme et le temps des tyrans. Seul l'ordre en haut et les libertés en bas, bien compris, permettront de restaurer le politique en France. Si Maurras n'est pas démocrate, il reste démophile. Dans Libéralisme et liberté, démocratie et peuple, c'est un ouvrage de Maurras, il veut faire comprendre au peuple de France qu'il est illusoire de vouloir gouverner pour une masse désordonnée et que le seul intérêt des Français doit être la reconquête de leur liberté et les prérogatives que l'État démocratique lui a volées. Dans son ouvrage « L'organisation du travail », Frédéric Leplay rappelait la structure saine d'une société. Je le cite. « Tout en adoptant les formes de notre temps, il faut replacer la société sur ses bases éternelles. La vie privée, sur le foyer, l'atelier, la paroisse et la corporation. Le gouvernement local sur le département rural et la commune urbaine. Le gouvernement central sur la province et l'État. Le politique est une science qui ne peut être livrée au hasard des passions populaires et de leurs intérêts particuliers. Le politique est un métier, mais pas au sens de la politique politicienne. Le futur roi, depuis sa toute petite enfance, est préparé à régner. Il n'a pas à acheter sa place ou se vendre pour l'acquérir. Elle lui est donnée par l'hérédité. Si la démocratie est le règne de l'irresponsabilité, de la posture et des trahisons, la monarchie est bien au contraire le règne de la promesse, le règne de l'union entre le roi et son peuple. Et je voudrais finir ce cercle avec une citation de Retour au réel de Gustave Thibon, qui est une très très belle citation. « Nous ne sommes pas antidémocrates au profit de la bourgeoisie bien pensante ni des puissances financières. Nous ne connaissons pas de plaies plus hideuses et plus inorganiques que celles des pontifes et des profiteurs du capitalisme. Nous ne sommes pas non plus antidémocrates au profit de la tyrannie étatique sous quelque nom qu'elle se présente et de quelque masque qu'elle se recouvre. Nous sommes antidémocrates au profit des communautés et des hiérarchies naturelles. Nous appelons de tous nos vœux une nouvelle aristocratie fondée sur autre chose que sur les jeux de la fortune et du fonctionnarisme et dont le sort soit lié à celui du peuple. Cette élite a si peu de rapport dans notre pensée avec le clan des maîtres du capitalisme ou de l'étatisme qu'elle est encore tout entière à créer. Seule, elle pourra rendre au peuple, qui meurt de n'avoir personne à suivre et à aimer, son âme profonde et le sens de sa destinée. » Et je vous remercie.